Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du sport. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du sport et notamment de découvrir les secrets d'entraînement des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau? Si vous ne me connaissez pas, je suis Rudy Koya, fondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage que j'ai fondé en septembre 2009. Sur ce site, j'ai écrit des milliers d'articles, fait des milliers de vidéos et j'ai fait des podcasts depuis maintenant plus de 10 ans avec toujours la même ligne de conduite, trouver des réponses à mes questions. Sur ce site, vous retrouvez une partie de ce que je propose, que ce soit en termes de compléments alimentaires, notamment destinés à améliorer votre santé, et bio, mais aussi une application SP Training, des livres, des formations, ainsi que du coaching à distance. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager ma conversation avec Stéphane Dubois, préparateur physique de l'équipe de lutte chinoise. On est revenu sur son parcours, mais surtout sur comment cela se passe en Chine. J'espère que vous êtes prêts à entendre la fameuse méthode chinoise. Bonne écoute. Salut Steph, t'as la forme ou quoi? Bah écoute, ça va, super. Et toi? Bah, ça va bien aussi. Je suis, comme je te disais en antenne, je suis content de t'avoir sur le podcast parce que j'ai découvert récemment qu'un préparateur physique français était dans le staff de l'équipe chinoise de lutte. Et je me suis dit, putain, c'est incroyable. Je voulais commencer un peu là-dessus, malgré ce que j'ai pu lire. Comment tu t'es retrouvé en Chine à entraîner l'équipe de lutte? Est-ce que t'es lutteur à la base? Ah, Alors, moi, je suis dans les sports de combat. Donc, depuis mon plus jeune âge, j'ai commencé par les sports pieds-poings, donc le karaté. Puis après, je me suis dirigé vers les sports de préhension, donc le grappling, qui est qui est sous la fédération française de lutte. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est un sport de combat où on mélange justement les sports de préhension avec les amener au sol et puis toutes les techniques de soumission. Et puis voilà, le MMA, voilà, donc les sports de combat en général. Ok. Et toi, j'ai pu voir que tu avais fait un petit parcours quand même compétitif là-dessus. Tu as même fait du MMA en compétition? Ouais, c'est ça, ouais. J'ai combattu, donc pas à très haut niveau, mais j'ai combattu dans une organisation anglaise. Du coup, j'ai fait trois, quatre combats et après, tout ce qui était amateur, en fait, en France, à l'époque, c'était pas autorisé. Donc, on appelait ça du pancrace. Et j'ai fait mes débuts en pancrace et plein de compétitions de grappling parce que c'était autorisé, contrairement au MMA à l'époque. Et comment tu t'en sortais, toi, personnellement, comparé aux autres? Est-ce que, donc là, t'es encore jeune, mais est-ce que tu aurais pu faire carrière si t'étais pas devenu préparateur physique? Ah, ça fait partie de mon parcours, en fait, du sens où je me suis pas mal blessé ces derniers temps, les dernières 5 années, d'assez grosses blessures. Et du coup, ça a un peu changé mon parcours professionnel. Je pensais faire une carrière pro, justement, en MMA. Et malheureusement, ça s'est pas passé. Enfin, malheureusement ou heureusement, parce que maintenant, bah, j'ai un parcours différent, enfin différent qui se rejoint quand même, mais je passe plus du côté préparateur, du côté coach que combattant. Donc ouais, j'aurais bien aimé et pourquoi pas plus tard, après l'expérience que je vis actuellement, pourquoi pas réitérer le côté compétition. Qu'est-ce que tu as eu comme blessure exactement qui t'a éloigné de tes objectifs perso? Ouais, moi j'ai eu une fracture du talus en stage. Je suis parti en Suède pour un long stage et au final, au bout d'une semaine, je me suis fracturé le talus. Et t'as fait ça Et comment? Tu t'es tapé le pied sur quelqu'un ou? non, même pas sur une projection en fait. Sur une projection, on a ce qu'on appelle un peu scramblé, on a un peu échangé sur des phases de lutte. Et du coup, bah, sur une technique de projection, je sais pas comment ça s'est passé, mais mon pied s'est bloqué et je suis tombé. Et du coup, ça a cassé direct en fait. Là, c'est Donc direct. le Et t'as talus mis entre. t'as mis combien de Ouais. temps à revenir alors? Parce que là, tu peux pas faire grand-chose. Il n'y a pas Ouais, d'opération. C'est juste immobilisation. non, 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 moi, il y avait pas d'opération. Et pour ceux qui connaissent pas le niveau de talus, c'est l'os qu'on trouve au niveau de la cheville qui permet de faire les flexions. Et du coup, c'était très compliqué à récupérer ce genre de blessure. J'ai eu plâtre, après j'ai eu rééducation. J'ai eu la chance d'être très bien suivi. Donc du coup, au bout de 3 mois, ouais, 3 mois, je commençais déjà à bien marcher et à pouvoir faire quelques, j'avais pas, non, j'avais pas opposition, mais quelques travails à thème sur de la boxe et sur des phases de corps à corps. Mais c'est vrai que cette blessure-là, je l'ai traînée longtemps en fait. Et surtout l'aspect psychologique. Je crois que c'est l'une des pires blessures que j'ai eues et où il y a un frein psychologique. Tu vois, dès qu'on s'est dit c'est ma jambe, dès qu'il y avait des phases de corps à corps, tu repenses à la blessure. Et sur certaines blessures, l'aspect psychologique, il est très dur à régler. Donc, ça m'a pris pas mal de temps, hein. Et J'ai que la blessure, on va dire,
physique, on va dire 3 4 mois. Et après, l'aspect psychologique, on peut rajouter, ouais, 6 mois. 6 mois dessus, dès qu'on partait sur ma jambe, bah, j'avais l'appréhension. Et t'as eu d'autres blessures que ça? De grosses blessures, non, on va dire que c'est la plus grave. Après, alors j'ai une blessure. Je pense un peu ça une blessure, mais ça m'a handicapé pendant 2 ans et ça m'handicape encore. En fait, bah, pour ceux qui vont écouter et qui me connaissent, qui vont me suivre sur cette histoire-là, en fait, je me suis ouvert le menton. Tu vois, je me suis ouvert le menton et assez gravement. Et je pensais pas, moi, je pensais que voilà, une ouverture, c'était rien, hein. Je vais à l'hôpital, je me fais recoudre. Et au final, je me suis ouvert la zone 5 fois, 5 fois en 6 mois, en fait. Et ça Comment veut ça se pas, fait? ça veut pas. C'est une zone fragile? Ouais, c'est une zone fragile. Et puis c'est au niveau du menton, puis avec les sports de préhension, bah du coup, en fait, ça arrivait sur un étranglement arrière. En fait, je suis allé voir des spécialistes, je suis allé voir des docteurs. Docteur Jean-Marc Sen, s'il passe par là, donc grosse dédicace à lui. Et du coup, on comprend pas pourquoi. Et en fait, sur un étranglement arrière, j'ai commencé à saigner. Pour moi, c'était rien. J'ai recontinué. Il y a eu une ouverture. Il y a eu 7 points de suture. Puis voilà, comme chaque cicatrice, on va dire 3 semaines, un mois, ça y est. Puis après, ça a pas arrêté de s'ouvrir. Au moindre frottement, ça s'ouvre. Et puis ça fait 5 fois, ouais, environ 5 fois, hein, que je me fais recoudre. Et c'est très ennuyant. Et donc, c'est pour Donc ça que tu as voilà. une petite barbe alors. C'est pour cacher. Exactement. Ouais, eh ben exactement. Mais là, si on voit, je sais pas, on n'a pas la caméra, mais j'ai un trou quand même. Ouais, je vois la photo que tu as mis et c'est pour ça que je te dis ça. Et Ouais, est-ce c'est que c'est quand un tu peu étais, galère. Donc, j'allais dire, Steph, quand tu t'es blessé par exemple le talus, est-ce que tu continuais à t'entraîner quand même sur le haut du corps, à côté, en préparation bien sûr, physique? moi, ce qu'il faut savoir, c'est sur chaque blessure, je me suis jamais arrêté, mais vraiment jamais arrêté. Donc, euh, donc ouais, j'ai continué, j'arrête pas. J'arrête pas. Une fois que t'arrêtes, c'est compliqué. Depuis même mentalement, en fait. Je pense que quand on est dans le sport et que ça fait partie de notre vie, on peut pas se permettre d'arrêter en fait. Parce que bon, je pense que bah, mentalement déjà la blessure c'est compliqué à gérer. Donc si tu as une grosse période d'inactivité, bah c'est encore plus compliqué. Donc ouais, j'adaptais haut du corps et puis je faisais bah l'autre jambe, je faisais voilà, et puis je prenais du temps aussi sur la rééducation et ça m'a pris pas mal de choses. Donc ouais, c'est du travail. J'avais encore plus de travail en fait, hein. Et est-ce J'avais que tu as encore plus de retrouvé travail. toutes tes amplitudes en termes de flexion Ouais. de cheville par exemple? Maintenant, ouais, ouais. Mais c'est marrant que tu me dises ça parce que encore hier, je me suis bloqué, entre guillemets, le talus et il se bloque régulièrement. Donc, j'ai la chance d'être entouré de physio ici, donc il peut me le débloquer assez rapidement. Mais sinon, en termes d'amplitude, ça a été très, très long à se régler, du coup, à retrouver l'amplitude. Mais tu vois, moi, derrière, j'ai vraiment travaillé, je travaille beaucoup, en fait, sur cet aspect-là, pardon. Et j'ai bien récupéré, vraiment, j'ai bien récupéré. Donc, il n'y a pas de souci maintenant. Vraiment. Et donc c'est ces blessures-là qui t'ont fait dire que finalement, qui t'ont fait faire des études peut-être en préparation physique. D'ailleurs, t'as fait quoi comme études? Non, alors justement, ça c'est une grande histoire, ça. Ça, Je c'est suis un peu assis, atypique. vas-y C'est déroule. vraiment atypique. Moi, je vais te raconter et je pense que ça va en surprendre plus d'un. Moi, tu sais, moi, j'ai juste un BPGEPS, Ok, t'as un tu vois. BPGEPS quoi, Et en fait, muscu? ouais. Bah, en fait, j'ai APT et AF. Ok. Euh, bon, j'ai APT et AF. Mon parcours est un peu différent. En fait, bah, ça va rejoindre la question que tu m'as posée juste avant sur mon parcours, comment je me suis retrouvé en Chine. En fait, c'est très simple. Je commençais à faire, bah, j'avais validé mon BP AF depuis un certain temps et puis je montais un peu ma micro-entreprise de coaching à distance et puis de sport de combat où j'enseignais les sports de combat, coaching individuel, etc. Puis par exemple, j'étais dans un café, je faisais mes programmations là en ligne et je reçois un appel d'un ancien formateur, Christophe Lemoine, qui est préparateur physique. Dédicace aussi à lui, parce que c'est grâce à lui que je suis ici qui m'appelle, qui me dit, bah écoute, il y a l'équipe, bah, je vois ce que tu fais sur les réseaux, je vois que tu es sur les sports de combat, depuis la formation, comment ça va, bon, très bien. Et puis du coup, il me dit, voilà, je voulais savoir si tu intéressé pour entraîner l'équipe de lutte. Et du coup, je dis, bah moi, je suis pas lutteur de base, mais je suis dans les sports de combat, donc voilà, il me dit, ah, mais c'est en prépa physique. Donc je fais, bah tu sais très bien, j'ai passé mon BP, je suis pas, j'ai pas j'avais pas d'expérience en prépa physique, mais j'ai pas les diplômes, etc. Et on sait qu'en France, c'est super important même dans les autres pays, mais voilà. Et du coup, il m'a dit, bah, je peux te mettre en relation avec eux. C'est l'équipe de Chine. Tu vois, j'ai dit, bah ok. Et moi, je pensais qu'ils allaient venir à l'INSEP et que j'allais à l'INSEP et j'allais faire une prépa, sport de combat, etc.
Et en fait, j'ai su une semaine après que, que non, je devais me déplacer en Chine. C'était pas, moi, je pensais qu'ils venaient à l'INSEE pour un ensemble de formation pour les suivre. Et non, et c'était pas occasionnel, c'était vraiment jusqu'au JO. Donc, moi, j'ai dit pourquoi pas. Donc, en fait, t'as ton ancien formateur en fait qui avait entendu quelque chose et puis t'as mis en relation et hop, en fait, En fait, c'est mon ancien énorme. formateur il faisait partie de Kinesport. Je sais pas si ça te dit Oui, quelque je chose. vois, bien sûr. Ouais, Kinesport. Et en fait, il y avait un physio qui était donc un Français qui est parti en Chine, qui était le physio de l'équipe de lutte, qui s'appelle Benjamin Fraisse. Et c'est grâce à lui aussi. Donc, tu vois, c'est par contact, en fait. Et du coup, il m'a dit, je peux donner ton contact. J'ai dit, bah, avec plaisir, on va essayer. Et j'ai dit, mais c'est très bien que moi, j'ai pas de diplôme. Tu vois, j'ai pas de diplôme, et sachant que en fait, la Chine, c'est très compliqué d'y accéder, surtout pour un visa de travail, ce qu'on appelle c'est permis Z. Et du coup, enfin visa Z. Et du coup, pour travailler, il faut soit que tu sois utile au pays, il faut soit que tu aies un master. Et moi, j'ai arrêté l'école à 17 ans pour aller dans les sports de combat et pour me former dans. Je me suis toujours formé à côté, donc j'ai commencé mon BP à 17 ans et demi. Sachant que seulement c'était 18 ans, mais j'ai commencé avant, j'ai eu une dérogation, bon, peu importe. Et du coup, j'ai eu mon premier BP à 18 ans, 18 ans et demi. Et du coup, je lui ai dit ça. Et elle m'a dit, bah, c'est pas grave, on voit quand même ton CV. J'ai fait mon CV. Je vais essayer de la faire rapide, hein. Je vais essayer de la faire Mais non, rapide t'inquiète, vas-y, pour vas-y, pas c'est trop intéressant. ennuyer. Mais en gros, comment ça s'est passé? On a donné mon contact. Donc, la Chine, la fédération a fait sûrement des recherches un peu sur moi. Et après, il y a eu plusieurs CV qui ont été envoyés parce que ce poste-là, il a été envoyé sur Kinesport. Tu sais, ils ont une page de référencement et puis du coup, bah, il y a des postes qui sont à promouvoir du coup. Et du coup, il y a eu plein de candidatures. Donc, j'ai envoyé mon CV comme ça. Et puis moi, pour moi, il n'y avait aucune chance. Il y avait aucune chance en vrai, mais je l'ai quand même envoyé. Et j'ai eu un appel de Benjamin, du coup, le physio qui était là-bas, qui m'a appelé, qui a eu contact par rapport à Christophe, mon ancien préparateur physique, et il m'a dit, bah, le CV, il intéresse les Chinois, donc nanana. Je fais, ah, ok. Et du coup, ils veulent avoir un entretien dès demain. Je fais, ah, ok. Mais du coup, en quelle langue? Ils me disent, bah, en anglais. Mais moi, je parle pas anglais. Je vais dire quelques mots, en fait. Enfin, j'ai échangé, mais vraiment vaguement. Et j'ai dit, d'accord, ok, donc il y a ça. Et du coup, tu sais, ils ont une application spéciale. Ils ont pas WhatsApp, ils ont pas de ça, ils ont ce qu'on appelle WeChat. Et du coup, c'est une galère pour avoir WeChat. Enfin, il faut avoir un QR code qui est référencé. Enfin, c'est une galère, je t'épargne les détails. Puis c'est tout. Puis du coup, j'ai fait mon entretien le lendemain. Je me suis dit, bah écoute, Stéphane, tu peux pas prendre l'anglais en une semaine. Bah, essaye. Essaye. Donc, j'ai fait mes petites notes une heure avant. Voilà, j'ai fait mes recherches sur Google Translate. J'ai mis mes trucs, j'ai fait mes phrases. Ça a bien passé. Ils ont vu un peu mes trucs mes contenus sur les réseaux sociaux. J'ai fait mon entretien. Ça s'est bien passé. Le lendemain, Benjamin qui m'appelle en folie, qui me dit, ils te veulent impérativement. Je fais, ah bon? Je fais, OK. Mais il faut savoir que j'ai pas de diplôme. Et en fait, tu dois remplir des cases, en fait, et tu as un score. Et si t'as pas le score, tu peux pas faire ta demande de visa. Et du coup, sans master, tu peux pas. Parce que déjà, le master, ça te fait 20 points. Et 20 points, c'est énorme. Et du coup, bah, c'est pas passé au début. C'est pas passé. Donc, j'ai pas eu mon visa. Donc, je me suis dit, c'est mort. Il y a eu le Covid entre-temps. Donc, je suis resté 6 mois six mois en suspens. Et après, bah, ils ont réussi, hein. Après, c'est la Fédé. S'ils veulent quelque chose, c'est le comité olympique. Donc, s'ils veulent quelque chose, je pense qu'ils l'ont. Et ils ont réussi. Et du coup, ils m'ont dit, bah, écoute, va vite faire ton visa. On a déjà ton billet d'avion. Une fois que c'est validé, tu viens. Et ça s'est fait en une semaine. Et je me suis retrouvé en Chine. Là, c'est Pour la énorme. faire vite. Ouais, Pour la faire vite. Non, mais c'est énorme. C'est énorme. Et tu sais, ça m'a mis la pression quand même parce que je me dis, mais je vais me retrouver avec des cracks, des personnes qui ont fait des études. Voilà quoi. Si j'ai juste un BP, ça va être un peu compliqué. Même si on sait que les diplômes, ça fait pas tout et que je me suis formé sur le terrain. Et même au-delà de ça, j'ai fait des formations à côté et je me suis toujours intéressé. Et puis voilà, après le début de l'aventure. Et puis, bah, je suis là, hein. Ça fait un an. Donc, Est-ce qu'en France, tu faisais un peu de préparation physique et tu coachais des combattants déjà? ouais, moi j'étais alors moi je suis de l'Oise de base et on a quelques structures. Je coachais au judo Club Noyon, je coachais aussi
dans différentes structures de MMA. Et la dernière année, j'étais au Ok. Inner Fight Paris. Donc, je faisais la prépa physique là-bas. Je faisais prépa physique, je faisais MMA et grappling. Ok, ouais, donc t'étais déjà Euh, dedans en fait. T'étais déjà. ouais, Ouais, donc. j'étais déjà dedans. Ouais. Oui, 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 j'étais déjà dedans. En fait, j'essayais d'allier les sports de combat, donc moi, côté professionnel en tant que combattant. Et du coup, parce qu'on sait qu'on peut pas en vivre, enfin, on peut pas en vivre. Ça dépend, en fait. Ça dépend, mais moi, je me suis toujours dit, il faut voir quelque chose à côté. Donc, du coup, qu'est-ce qui me ramenait de l'argent pour pouvoir m'entraîner? Parce que moi, je prenais le train limite tous les jours pour aller sur Paris, et puis c'est un budget. Donc, du coup, je m'entraînais, enfin, je travaillais pour pouvoir m'entraîner, en fait. Donc, donc voilà. Puis ça, je regrette pas du tout. Et après, les blessures sont arrivées, cette opportunité est arrivée, j'ai réfléchi. Puis on m'a conseillé, on m'a dit, écoute, si tu fais que de te blesser et qu'il n'y a pas, il y a rien à côté, bah fonce. Parce que je me dis, ah, si je pars en Chine, je pourrais plus combattre. Mais en vrai, je combattais pas parce que je me blessais. Donc, Ouais, ouais, donc voilà, t'avais c'était l'espoir d'aller un mieux, peu le dilemme. que ton menton tienne, tout ça, et en fait. Ouais, ouais, c'est ça. Puis après, c'est compliqué mentalement. Donc, je me suis dit, bah allez, pourquoi pas. Une opportunité comme ça se présente qu'une seule fois. Donc, essaye, donne tout. Et puis voilà. Mais alors, raconte-moi comment c'est en Chine. Déjà, Ouais, t'arrives, tout ça. C'est quoi l'état d'esprit chinois? Parce que extérieurement, on a ouais. toujours la sensation un Euh, peu, tu sais, ils prennent tout le monde, ils disent, vous faites ça, et puis ils font la même méthode pour tout le monde, et puis il reste quelques survivants. Mais j'ai pu voir un peu de tes stories, trucs ouais. comme ça. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Alors, je m'y connais pas du tout en lutte ou si c'est normal ou pas. Mais déjà, c'est quoi un peu le mindset en Chine sur le sport? Alors, moi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, on était trois prépas physiques. Déjà, on était trois prépas physiques, trois Français. Et le plus dur, on a discuté avec eux, euh, c'était l'adaptation par rapport à ça. Parce que tu sais, de base, on est très planification, périodisation. Tu vois, c'est ce qui est important dans le haut niveau. De toute façon, faut tout planifier, il faut tout agencer, voilà. Et eux, ici, en fait, en Chine, ça en a déboussolé certains parce que c'est vraiment anarchique. Mais vraiment. Et c'est à la masse, comme tu as dit. Ça veut dire que, en fait, le nombre d'athlètes ici, tu n'imagines même pas le nombre d'écoles, le nombre d'athlètes sur le mat. Chez les jeunes, c'est encore pire parce que j'ai eu la chance, moi, d'aller 2 mois faire la sélection pour les jeunes. Du coup, j'étais en test de sélection pour les prochains JO. Donc, ils pensent déjà jusqu'à 2028. Et chez les jeunes, c'est incroyable le nombre d'athlètes. Mais est-ce que tu peux donner C'est un ordre d'idée qu'on se rende compte? On va dire que nous, on était deux prépas pour 150 athlètes. Putain, ouais. Donc, chez les jeunes, là, par exemple, nous, de base, on était trois. Et en fait, ce qu'il faut savoir ici, là, au Centre olympique, on a trois équipes. On a la lutte en freestyle, donc féminine et masculine, et en gréco, du coup, parce qu'il n'y a que en masculine en gréco. Et dans chaque catégorie, on a à peu près une trentaine d'athlètes. Et au début, en fait, c'était faisable parce que moi, j'étais en gréco au début. Donc, je m'occupais de 30 athlètes. Deux prépas s'occupaient donc un prépa des filles, un prépa des gars en freestyle. Et bon, là, malheureusement, ils sont plus là. Donc, je me suis dit, je vais me retrouver avec trois équipes. Et au final, non, ça va. Je me retrouve, du coup, je suis plus avec la gréco, je suis avec les filles. Ce qu'il faut savoir, c'est que les filles, tout tourne autour d'eux. Et ça m'a un peu surpris. Mais en fait, ouais, les filles ici, elles cartonnent. Elles cartonnent. Les gars, ils ont un peu de mal ici. Mais celles qui ramènent le plus de résultats, c'est les filles. Donc, donc voilà pour la petite Et, aparté par et donc rapport à toi, ça. ça veut dire que quand tu arrives et que tu as notre philosophie un peu occidentale de planification, Ouais, tout ouais. ça, t'arrives pas à mettre ça en Hmm. place, tu as une sorte Non, c'est trop de... compliqué. En fait, je pense que c'est pour ça aussi, je vais pas parler à leur place, mais c'est pour ça aussi que les autres prépas ont eu du mal et qu'ils ne sont pas sentis à l'aise. Donc, du coup, ils sont partis par rapport à ça. Et je comprends parce que ils viennent pas des sports de combat de base. Et c'est aussi une autre mentalité, les sports de combat. Donc, et surtout en Chine. En Chine, c'est très, très anarchique, enfin, anarchique et c'est très toujours plus, en fait. Et du coup, ce qui était compliqué pour nous, c'était, on mettait des choses en place et en fait, on s'est rendu compte qu'au bout d'une semaine, ils changeaient. En fait, c'est par exemple, là, je vais te dire, Rudy, vas-y, bah, mes athlètes, là, ils ont besoin de force. Mais ils ont besoin de force, mais là, dans une semaine. Ah là, une compétition, peut-être, dans 2 semaines, peut-être on y va. Bah là, on a besoin d'explosivité. Maintenant. Tu vois? Et ça marche pas comme ça, en fait. Et Donc, tu as tes en fait, phases de il y a développement. pas un calendrier de compétition qui est préétabli en avance?
Alors, si, il y a alors, même sur ça, en fait, nous on a un head coach qui s'appelle Farid, qui est pour moi l'un des meilleurs head coach et qui planifie vraiment, vraiment tout. Et en fait, il change tout. En fait, j'essaie de pas, c'est pas une critique, hein, c'est, il gère leur Non, non, mais t'inquiète, choses à dis leur comment façon, c'est. tu vois. C'est pas, ouais, j'essaie de pas, ouais, j'essaie de pas critiquer, parce que chacun a sa méthode, et on sait que la méthode de l'Est par rapport à la méthode occidentale, c'est différent. Mais même si on a un planning, il est très peu respecté, en fait. Donc, moi, je suis arrivé en 2022, du coup, en septembre, je crois. Ouais, septembre, octobre. Et donc, du coup, on a fait notre planif sur jusqu'au JO. Et, euh, et du coup, rien n'est respecté par rapport aux compétitions. Tiens, bah, petite anecdote. Là, on a une compétition. Là, on est en plein dedans. On est en plein dedans. Et il y a 2 semaines, ils ont changé les groupes de compétiteurs. Donc, du coup, on a préparé des compétiteurs qui allaient combattre, mais qui finalement ne combattent pas. Donc, tu vois, ça change un peu tout sur la planning, sachant qu'on est à quelques mois des JO. Donc, Et tu vois, plein comment de c'est détails qu'ils ont comme ça. changé comment c'est qu'ils ont changé les compétiteurs? Bon, moi, je pense qu'il y a une partie derrière un peu politique ou autre par rapport à ça, ou par rapport à qui décide, etc. C'est très hiérarchique ici. Donc, je sais pas. Des fois, tu vois, on n'a pas la réponse à nos questions. Donc, on est obligé de subir par moment. Mais on essaie de faire au mieux. Et au final, on trouve toujours un moyen euh, de faire les choses bien, en fait. Mais c'est ça qui use de l'énergie. C'est qu'à chaque fois, on doit s'adapter. Et c'est très, très, très compliqué. Et tout à l'heure, tu parlais de volume, tu parlais de structure, et je te parlais du nombre d'athlètes. Bah, ça aussi. Et si on doit comparer d'autres pays où il y a peut-être moins d'athlètes et on va se concentrer sur un athlète, on va faire de l'indiv, par exemple, bah là, c'est un peu plus compliqué parce qu'on se retrouve avec 30 athlètes et faire de l'indiv, bah, ça va être compliqué. Et puis, ils veulent pas trop, ils ne laissent pas le temps de développer avec les athlètes, tu vois. Donc, c'est un Ouais, peu, ouais, c'est ça qui est un peu c'était une de mes compliqué. questions. Je me disais, mais est-ce que, vu le nombre et de ce que je comprends, est-ce que tu peux Mm. individualiser l'entraînement ou finalement, tu fais les fondamentaux et puis celui qui réagit le mieux à sa place en dehors de la Ouais. politique, C'est, quoi. bref, ouais, voilà, c'est ça. C'est une très bonne question. Et nous, moi, j'ai toujours fait du groupe. Moi, ça me dérange pas. Tu vois, quand c'est même sur du hors-saison ou autre, ça me dérange pas parce que ici, j'ai remarqué que il y avait beaucoup de volume, beaucoup de quantité, mais la qualité, elle était pas là sur certaines choses. Donc, il y a beaucoup à apprendre. Il y a des bases à apprendre. Et ça, moi, j'ai kiffé, en fait. Parce que je me dis qu'il y a du travail. Parce que, déjà, il faut juste mettre un point dessus. Euh, euh, les qualités athlétiques ici, elles sont monstrueuses. Elles sont vraiment, vraiment monstrueuses. Mais tu as des choses, tu vois, tu as des choses à modifier, tu as des bases, ça se voit qu'il manque de bases, donc tu peux faire du général, mais plus tu vas te rapprocher d'une échéance, bien sûr, plus l'individualisation va être importante, et surtout sur les championnats du monde, sur les JO. Et comme je t'ai dit, moi, ça me dérange pas de faire tu vois, sur de la PPG, de prendre mon groupe. Par contre, sur de l'indiv, ça devient dur. C'est pour ça qu'on a ce qu'on appelle des key athlètes. Par exemple, dans chaque catégorie, on a un ou deux athlètes qui athlètent, tu vois, donc des athlètes élites. Et du coup, eux, là, on est en train de se diriger à faire de l'indiv sur eux. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, c'est Voilà, que, en fait, j'attendais. t'as beau sortir une planif de ouf, t'as beau faire des trucs, mais t'as beau faire des trucs ouais, de ouf planifiés, mais vraiment au millimètre près, même si des fois, c'est pas au millimètre près parce que bah, t'as les autres circonstances, mais je veux dire, bah, en fait, ils vont toujours prendre ton athlète et ils vont en faire plus. Donc, du coup, tout le travail que tu as fait avant, bah, c'est pas top. En fait, ils sont toujours dans le plus. C'est ça qu'il faut savoir, c'est qu'il y a toujours, eux, le volume, c'est incroyable. Je me dis, mais comment les athlètes, ils arrivent à Et supporter est-ce ça, que en tu peux fait? donner un exemple de Le, ce que ça représente en ouais. termes de volume? Par exemple, bah, moi, je vais faire ma séance de base. Donc, quand je fais une strength and conditioning, tu vois, je vais la terminer. Bah, après, par exemple, il reste 30 minutes parce que pour eux, en fait, je pense que le fonctionnement, tu as tellement de choses à dire, mais le fonctionnement, il est différent d'autres structures, par exemple, peut-être à l'INSEP ou autre, même si jamais travaillé là-bas. Mais ici, ce qu'il faut savoir, c'est que les athlètes, ils vivent, en fait, on vit au centre olympique. Ça veut dire que c'est le taf. Ils sortent pas du centre olympique, ils ont des règles. L'entraînement, je vais te dire, il commence à 9h30. À 9h15, t'as l'appel, t'as le comptage, t'as tout ça. Et du coup, par exemple, l'entraînement, il se finit à midi. Même si t'as fini avant tes thèmes, tu vois, par exemple, dans ta planif, t'es dans quelque chose où il y a moins de volume.
parce que tu mets plus d'intensité peut-être, bah, je sais pas, il reste 30 minutes. Bah, pendant 30 minutes, tu vas faire, je sais pas, 150 dips, 150 tractions. Tu vois? Des trucs rajoutés, en fait. Du gros volume. Et bah, alors, Et, je reviens sur un truc que tu as dit. Tu as dit qu'ils avaient des ouais. grosses capacités athlétiques. Pour toi, c'est une grosse. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire Mhm. qu'ils ont une grosse capacité à encaisser du volume parce qu'en fait, ils font toujours plus, 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 plus. Ouais, en fait, ouais, en fait, c'est marrant aussi parce qu'on en parlait avec mes amis ici. Euh, ouais, en force, ils sont réputés. Chez les filles, par exemple, les filles, il y a eu des stages ici, il y a eu la Roumanie qui sont venus justement, et puis on a parlé un peu avec eux, et en fait, ils disaient, mais les Chinois, ils sont connus, ils sont vraiment réputés pour la force. Tu vois, même les femmes, les femmes ici, elles sont super fortes. Genre sur les mains, sur les appuis, sur tout, en fait. Et parce qu'ils mettent l'accent sur le côté athlétique, en fait. Là-bas, c'est la prépa, c'est le mot d'ordre. Et alors qu'au final, il faudrait peut-être faire un peu plus de lutte, je pense, et de lutte un peu plus tactique, tactique et technique. Mais par contre, eux, ils mettent vraiment Donc, le ça poids veut dire ça veut dire qu'ils font, ils font plus de muscu, tu veux dire, sur ce côté-là? Ah ouais, eux, en fait, même après la lutte, c'est la muscu. Enfin, quand j'ai la muscu, je vulgarise, mais je veux dire, c'est ça en fait. En fait, eux, il n'y a pas un jour où il n'y a pas. C'est, ils ont que ça dans la tête. Mais vraiment, c'est le volume, il est ouf. Il est ouf. Moi, quand je faisais mes premières séances, surtout avec la Gréco, parce que la Gréco, ils sont connus pour faire encore plus de volume et de l'intensité en même temps. Et moi, mes séances qui étaient structurées, etc., mais ils me disaient, mais bah non, mais c'est pas assez comme volume. Je suis là, mais comment ça, c'est pas assez? Ils disent non, par exemple, je vais juste faire un exemple comme ça qui m'avait un peu surpris. Par exemple, ils vont te faire squat, ils vont te faire, je sais pas moi, je sais pas, 8 fois 2 tu vois. Ils vont te faire 8 séries de répétitions avec une charge à 90%, par exemple. OK. Après, ils te font un 10 fois 10 bench press. Et après, ils doivent faire 150 reps en rowing, tu vois. Genre, en fait, et ça, ils te le font 4 fois par semaine. Et Donc, est-ce que moi, il varie le mouvement en énorme. force, tu vois, dans le sens où ils font un exercice force, un exercice volume, un exercice endurance, tu vois, ou même pas? En fait, c'est un peu, c'est très ondulatoire ce qu'ils font, tu vois. C'est par exemple, enfin, moi, je vois aucune logique. En fait, je vois aucune logique, mais je vois des perfs de l'espace. Mais donc, je me dis, au final, au final, qu'est-ce que je peux leur dire sur certaines choses si ça marche pour eux? Donc moi, je me suis dit, j'ai pesé le pour et le contre. Je me suis dit, OK, sur la force, qu'est-ce que tu veux que je leur dise quand un athlète qui a 22 ans te fait un squat à 300 kilos? Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu vois. C'est que tu as des trucs, tu vois, je vois des perfs, c'est aberrant, tu vois. Et du coup, ce que je peux leur apporter et ce qui sont un peu réceptifs, ça va être tout le travail prophylactique à côté, tout ce qui est core training, prévention des blessures, du coup, ce que je viens de dire. Donc, sur tout ça, je peux leur apporter. Tu vois, sur la coordination, par exemple, je sais qu'au niveau de la coordination, c'est un peu compliqué, mais sur la force et sur l'endurance, c'est incroyable ce que je vois ici, tu vois. Donc, Et est-ce qu'il y a qu'est-ce que des je peux leur mouvements, dire au parce que final? là, tu citais squat, développé Ouais. couché, rowing, tout à l'heure, traction dips. Est-ce qu'il y a des mouvements qui reviennent tout le temps, tu vois, comme ils font beaucoup, beaucoup de volume? Est-ce que c'est toujours les mêmes mouvements ou il y a quand même de la variété dans les mouvements? Ouais. Non, non, c'est bah justement, en fait, moi, j'ai essayé de varier un peu les patterns, un peu ouais, de varier les exercices, de trouver des choses un peu plus adaptées peut-être. Enfin, ça dépend où est-ce que tu te retrouves dans ta planif. Et en fait, j'ai remarqué que si t'as pas de squat, de bench et de tirage dans ta séance, bah, ta séance, elle est nulle. Tu vois? Donc, eux, c'est obligé d'avoir ça, d'avoir du volume et de l'intensité. Tu vois, ce qui revient, c'est squat, bench, seal row, tu vois, Oui, je vois. dips, traction, bien sûr, les montées de corde, ça, ils en mangent après chaque séance de lutte. Et un peu des exercices qu'on voit au kettlebell, tu sais, pour les lutteurs. Là, je peux pas Oui, montrer, oui, mais je je veux vois dire, ce que tu veux dire, tout à fait. des exercices un peu au kettlebell, rotationnel, tout ça. Donc, ça, il y a vraiment, ça, il y a beaucoup de volume dessus. Et voilà un peu les exercices qui reviennent. Ça, je te parle vraiment en force. Tu vois, après, tu as la partie conditioning que je mets en place Donc aussi et ouais, la tu peux. partie running. Voilà, bah, j'allais venir justement parce que j'ai vu, vu que tu lances conditioning, tu lances en conditioning. C'est quoi une séance de conditioning pour eux? Est-ce que tu leur fais faire un truc un peu CrossFit ou cross training un peu dans ce style-là?
Ouais, ils adorent ça. En fait, ils adorent ça parce que déjà, il y a du volume et puis il y a de l'intensité. Donc, moi, au début, moi, ce que j'appelle le conditioning, c'est ce qui va justement te conditionner à ton sport. Par exemple, là, en lutte, j'essaie de me rapprocher un peu du format lutte. Tu vois, par exemple, il y a un combat, c'est 3 minutes, 1 minute de pause et puis tu reprends sur 30 secondes et puis tu reprends sur 3 minutes. Et, euh, et du coup, j'essaie de me rapprocher un peu des efforts, un peu des mouvements spécifiques. Mais c'est vrai que eux, ils aiment bien le mettre et faire du circuit training pendant 30 minutes. Tu vois, avec peu importe l'exercice, tu leur mets du 30-30, tu leur mets même du 20-20 ou des trucs, tu vois, et eux, ils aiment bien. Et moi, j'essaie de leur expliquer que bah, tu as des moments pour le faire, tu as des moments pour faire bah, autre chose, privilégier autre chose. Ça, ils le comprennent sur le conditioning. Tu vois, mais si tu es sur des phases un peu trop, comment dire, un peu trop légères, t'as beau leur expliquer par A plus B, bah non, il faut toujours du volume à côté. Donc s'ils voient qu'il n'y en a pas assez, bah ils en remettent aux athlètes. Tu vois Ah ce oui, que je donc veux te dire? c'est la Genre culture moi, du je finis toujours ma plus en séance. fait. C'est toujours plus, toujours plus, toujours plus, quoi. Exactement. En fait, c'est ça, c'est toujours plus, toujours plus, toujours plus, vraiment. Et attends, je dis pas ça pour critiquer, parce encore une fois, ça marche, parce que physiquement, ils sont monstrueux. Et puis, ouais, physiquement, ils sont. Alors, peut-être, alors, ça peut être bien. Tu vois, on sait qu'à lui, c'est un sport de force. Mais ça peut porter préjudice aussi, parce que si tu es trop axé sur le physique, au bout d'un moment, tu mets plus le point sur ta technique. Je parle sur les sports de combat, parce que notre but, arriver sur le mat, ça va pas être de faire un 200, 300 kilos au squat. Ça va être de performer dans ta discipline. Donc, au bout d'un moment, peut-être que c'est un peu trop, tu vois, il faudrait se diriger sur autre chose, parce que si on était euh, évalué sur la force, ben, on serait champion du monde, et à cette heure-ci, on n'est pas les meilleurs mondiaux. Tu vois, il y en a quelques-uns, mais, euh, mais au vu du nombre d'athlètes, bah, on aurait plus de résultats. Donc je pense que c'est un peu trop axé sur le physique et qu'il faudrait trouver un juste milieu. Mais tu sais, moi, Et, ça fait 1 an que je suis là et pour changer un système, c'est compliqué. et est-ce que tu remarques quand même que ceux qui supportent le plus de volume et qui sont le plus forts sont les plus forts en lutte, ou Hmm. justement, comme tu l'expliques, pas du tout? Alors, bah, il faudrait différencier les deux, les deux disciplines et les catégories de poids, en fait. Si je prends l'exemple de la gréco sur les poids lourds, ouais, plus t'es fort, mieux c'est. Tu vois, moi j'ai vu les gars avec les grosses perfs et c'est eux qui dominaient sur le mat. Tu vois. À contrario, j'ai vu les catégories légères où les mecs ils vont soulever 3 fois leur poids, limite. Tu vois. Là, il y a un mec en 67 kilos, il te fait un 185, 190 en squat, qui est pas mal, alors que c'est pas leur sport de prédilection. C'est ça qu'il faut le dire. Ils font pas de la force athlétique, mais ils ont cette capacité. Et ça me fait penser à un sujet que je vais parler après, si ça t'intéresse, sur comment ça se passe, pourquoi ils sont en lutte, pourquoi ils sont dans tel sport. Oui, oui, j'avais une question Et, là-dessus, justement, ouais. ouais. Et, et du coup, ouais, sur les catégories légères, bah, au bout d'un moment, je pense que tu vois, ta force relative, donc au bout d'un moment, tu es fort, c'est bien, mais pourquoi être plus fort? Tu vois, en force max, je te parle. Ouais, parce qu'en fait, Pourquoi? en Ça fait, ce que je veux servira à dire, c'est quoi? qu'à un Pourquoi moment là, vu qu'ils sont très très forts, il y a aussi ce truc du fait que bon bah leur marge de progrès en force est tellement faible qu'il y a peut-être d'autres trucs à améliorer, comme tu disais, ça? sur la technique. Ça sert à rien de Exact. persévérer tous les jours pendant 3 heures sur la force, alors que c'est fini, quoi. Mais c'est ça, exactement, c'est ce que je me tue à dire. Et au final, ça change. Enfin, c'est pas que ça change pas trop. Après, je comprends. Tu vois, moi, c'est ce que j'ai dit aux gars ici. J'ai dit, en fait, je comprends, tu peux pas changer le système. Le système de S, on sait comment c'est, on sait les gros blocs de volume, on sait tout ça. Je peux pas changer. Mais si je peux apporter deux, trois trucs, bah, c'est bien. Et au final, ils me laissent faire. Ils ont confiance. Tu vois, au début, c'était très compliqué, hein. Les 3 premiers mois, ils te font pas confiance. Tu arrives dans un pays qui est bah, complètement étranger. Ils ont leur système, ils ont tout ça. Bah, bien sûr qu'en 3 mois, tu peux pas changer. Si tu en es conscient, bah, c'est bien. Mais si tu commences à vouloir tout changer, bah, déjà, tu te fais réprimander parce que la hiérarchie ici, tu vois, il y a un système hiérarchique quand même ici. Et, euh, et puis c'est tout, tu vois. Et puis au bout d'un moment, bah, tu commences à faire un peu tes preuves et puis tu peux commencer à mettre en place certaines choses. Mais il y aura toujours leur système qui va être dominant. Mais moi, j'ai rien contre ça. Tu vois, j'ai rien contre ça. Mais si je peux leur apporter des choses, et là, ce qu'on fait en ce moment, bah, tant mieux. Et donc je reviens à ce que tu disais, tu dis bah muscu, ils font tous les jours. Est-ce qu'ils font du conditioning tous les jours aussi? Ouais, le conditioning, c'est tout le temps. En fait, moi, ce que je mets en place, bon, ça dépend encore une fois, je Bah suis dans voilà, ma dis-moi, est-ce planif, que tu mais essaies de par mettre en place exemple, et ce qui se passe?
Ouais, en fait, c'est ça. En fait, par exemple, je suis sur ma phase de développement, par exemple, et donc je fais ma partie force pour vulgariser un peu, et après j'ai mon conditionnement, tu vois. Donc je peux travailler sur quelque chose de plus lactique ou lactique, ou ça dépend où je me dirige sur ma séance, tu vois. Bah, t'as des moments où t'es moins fatigué sur une séance qu'une autre. On est d'accord. T'as des moments, c'est comme ça. T'as des moments où tu vois l'athlète, il met son intensité, mais le format de ce conditioning, il va pas exténuer l'athlète. Et ben, si les coachs ils voient que l'athlète, il est pas mort, et ben, il va rajouter quelque chose. Donc, du coup, toute ta phase avant, si tu as voulu faire, je sais pas moi, tu as voulu faire ton travail sur la lactique, par exemple. D'accord? Et ben, eux, ils vont te faire un conditioning de ouf. Et du coup, tu vas rentrer sur du lactique. Tu vois, pour vulgariser un peu. Mais Donc, ouais, du coup, ton travail que tu as fait en je amont, vois. bah, il sert à rien. Tu vois? Mais est-ce que ça veut dire, parce que pareil, je t'ai vu, donc, tu vois, j'arrive sur la partie cardio. Ouais. J'ai vu là, il y a quelques jours en story que ils étaient sur piste, ils faisaient 400 mètres, tout ça. Et je me pose la question, je me dis, mais Mm. est-ce qu'à un moment, ils font, bah, tu sais, nous commencer en ce moment, c'est la mode, beaucoup l'endurance fondamentale. Nous, l'ultra distance se développe, que ce soit en vélo, en course Mm. à pied, les trails, tout ça. Et donc, c'est la mode vraiment de faire de la basse Mm. intensité, de la longue durée, tout ça. Est-ce que il y a ça est-ce que toi, tu peux mettre ça en place ou en fait, comme tu dis en Ouais. conditioning, en fait, il faut qu'à un moment, ils finissent rincés. Donc, en fait, c'est tarif, quoi. C'est marrant, c'est marrant ce que tu dis. C'était la conversation à 3 mois et je fais un dédicace à un ami à moi qui était préparateur aussi là, en lutte, Maxime. Et du coup, lui, il mettait en place l'endurance fondamentale et c'est ce que je voulais mettre aussi. Tu vois, et moi, tu vois, une fois par semaine, une petite séance, voilà, soit en running, que ça soit sur ergo, enfin peu importe. Et du coup, ça a duré 2 semaines. Ils ont vu, en fait, ils ont vu, en fait, moi, j'ai carrément fait un PowerPoint, j'ai carrément présenté, j'ai fait des trucs, des schémas prouvés par A plus B. Ils ont dit oui, mais non. Je fais, ok, juste on essaye, du coup on essaye. Bah, au final, tu peux pas, tu vois, tu peux pas. Ils vont te mettre le cardio. En fait, eux, ici, le truc, c'est qu'ils vont te mettre le monitoring, tu vois, ils vont mettre le cardio, tu vois, le polar. Si t'es pas à 90, tu vois, 90, en 90%? pourcentage, ouais, si t'es pas à 90, eh ben, tu quittes pas la séance, tu vois. Je te fais des exemples comme ça, tu vois. Donc, ouais, mais, c'est ça, tu vois, c'est ça, en fait. Donc, qu'est-ce que tu veux que je mette en place de l'endurance Ah fondamentale? ouais. Et Je donc, en l'ai fait, mis donc c'est une toujours des fois, séances genre 10 il fois m'a, ouais. 400, des trucs de fou, quoi. Tout le temps. Eh ben, t'as tout compris. Et en fait, genre, j'ai essayé une fois, du coup, j'ai regardé le polar, on s'est regardé, le leader, il m'a dit, mais c'est une semaine de déload? J'ai dit, j'ai dit, bah non, là, on développe, on fait tout ça et tout. Il me dit, ah, ok. Bah, et là, il a réuni toute la tête, il a dit, bon, bah là, vous partez sur 8 fois 400. Alors que ça doit être une séance d'endurance fondamentale. Donc, tu vois, c'est un exemple parmi tant d'autres, en fait. Et c'est qui dit ça? C'est le En head fait, coach, en fait, le head coach, c'est un Chinois? non, c'est le leader. En fait, tu as des leaders ici. C'est que tu as le head coach. Nous, notre coach, c'est Farid, il est étranger. Et du coup, au-dessus, tu as les leaders. Après, tu as le président. Après, tu as tout ça, tout ça. Et le leader, en fait, c'est les leaders. Ici, tu peux être coach que si tu as eu une médaille au JO ou si tu été champion du monde ou champion d'Asie ou des trucs comme ça, tu vois. Et donc, c'est très méthode à l'ancienne. Et c'est pour ça, en fait, qu'on retrouve beaucoup ce format-là. Mais tu sais, moi, je rigole beaucoup avec eux. Maintenant, ça fait un an que je suis là, donc on se comprend, tu vois, on se comprend, on arrive à échanger. Moi, je comprends. En fait, ce que je veux qu'ils comprennent, c'est que tu as des phases pour mettre l'intensité, tu as des phases pour diminuer l'intensité. C'est là qu'on revient à la planif, en vrai. Et sur ça, en fait, c'est pas possible. Parce que s'ils voient qu'en une semaine, il n'y a pas eu d'intensité, bah déjà, je pense qu'ils confondent volume et intensité. Parce que la dernière fois, je leur ai mis du volume et ils m'ont dit, bah non, du coup, ils ont mis de l'intensité. Mais quand je mets de l'intensité et je réduis le volume, bah, ils remettent du volume. Et en fait, je pense qu'ils ont une mauvaise compréhension du volume et de Bah, l'intensité. en fait, ils veulent faire les deux, si je comprends bien. Ils veulent aller à fond sur les deux. Ils veulent faire les deux. Ils veulent faire les deux et après, ils mettent aussi la fréquence. Parce qu'on est quand même à 4 séances de force par semaine et 2 de running. Ou alors un de conditioning et un de running. Encore, tu me dis, bah, on est à 2. Vas-y, si tu veux, je vais bien comprendre. Si tu veux. D'accord? Parce qu'en fait, leur truc, c'est que c'est des athlètes de haut niveau. Du coup, ils peuvent encaisser et tout. Et depuis leur plus jeune âge, ils encaissent. Tu vois? Ce qui est pas faux, en vrai.
mais la fréquence, elle est élevée, le volume, il est élevé et l'intensité est élevée. Et dans tout ça, franchement, il y a pas de blessure, il y a pas de. Bon, après, l'aspect psychologique, ça va être autre chose, ça, mais bref. Enfin, je trouve ça fou, en fait. Et Franchement, je est-ce que trouve ça. ceux qui sont en catégorie lourde font aussi de la course à pied ou tout le monde les met sur ergo? Ouais, ça c'est marrant en plus, parce qu'il n'y a aucune technique de course en plus. Je dis pas que je suis le meilleur coureur, mais surtout chez les lourds, bah, quand je les vois courir, ça fait mal. Donc du coup, moi, ce que j'ai mis en place, et ça, ils sont d'accord sur ça, c'est que les lourds, ou ceux qui ont pas de technique de course, bon, ça, c'est encore autre chose, mais si on voit qu'ils ont des traumatismes ou autres, bah, moi, je les mets sur watt bike et puis je fais un format spécifique, tu vois, sur watt bike. Et il y a des coachs qui s'occupent d'eux. Et le reste, le reste, on fait de la course. Mais la majeure partie du temps, si tu les laisses gérer, bah, tout le monde court et puis c'est tout. Ouais, ouais, mais en Donc, fait, c'est parce que j'ai vu tes stories, et j'ai vu, je dis, putain, les types sont bien gros, ils courent, et je vois, ils se tassent, tu vois, à chaque fois, je dis, mais ils font vraiment les 10 fois 400 ouais. aussi ou pas? Mais encore, mais ouais, non, mais tu vois les lourds là, les 120 kilos. Ah, quand tu les vois courir, moi, je cours comme ça. Le lendemain, je me réveille pas, hein. J'ai mal. Je sors pas du lit, hein. Tu vois la technique de course, tu vois tout ça, c'est un peu compliqué. Donc, surtout en gréco. En gréco, C'est c'est quoi? assez dur. Est-ce que tu peux Mais expliquer la je sais différence, pas est-ce ça. que tu peux expliquer la différence entre la lutte Ouais. classique et la lutte gréco-romaine? Ouais, en fait, c'est simple. C'est la gréco, tu peux juste aller au niveau de la taille, contrairement à la freestyle où tu peux aller attaquer les jambes. Ok. Et du coup, les règles sont un peu différentes, surtout sur la partie sol. Bah, le style de combat est complètement différent. Et tu vois, ce que tu vois en gréco, tu vas voir les catégories légères et les catégories lourdes, bah, les combats, c'est pas du tout les mêmes. Ça va être plus du pousser-pousser pour la majeure partie du temps, 90%. Ça va être pousser un peu comme les sumos, tu vois. Parce que va lever un bébé à 130 kilos, même si tu fais toi-même 130, même si ça arrive. Et du coup, ça va être plus du pouce-pouce, sortie de surface, etc. Retournement au sol. Et chez les légers, ça vole, tu vois. Chez les légers, ça prend au niveau de la taille. Je sais pas si tu as déjà vu des combats, mais sur YouTube ou Ouais, autre. mais Ça prend je au vois les niveau de la soulever, tu taille vois, et puis les ça fait soulever, ça me des. parle. Ouais, mais tu vois, ça, c'est impressionnant. Moi, quand je vois ça à l'entraînement et tout, mais c'est impressionnant. Et la freestyle, c'est un peu plus. Tu vois, si tu vas dans les jambes, c'est un peu plus. Peut-être pas plus aérien, mais c'est un peu plus fluide, un peu plus de vitesse, un peu plus. Tu vois, c'est ça la différence. C'est que tu peux aller dans les jambes, tu peux saisir et tu peux projeter, amener au sol à partir des jambes. Ça ressemble à quoi, alors, une semaine type? Si j'ai bien compris, en termes de planif, entre Ouais. guillemets, il y a quatre muscu, Ouais. deux conditioning, deux running? Ça dépend. En fait, ça dépend. Là, on est quand même dans une phase de développement sur de la force, donc on va plus s'axer sur ça. Il y a deux types. Moi, j'ai vu deux types ici. Enfin, j'ai mis en place deux types. Il y a soit deux séances strain, ok? Donc moi, je mets soit strain et conditioning dedans, donc je mets une partie conditioning à la fin, et je mets deux séances de course. Ok. Une un peu plus longue distance, on va dire, quand je pouvais le faire. Enfin, quand j'essayais de le faire, du coup. Et une un peu short distance ou alors travail de 400. Et cette semaine-là, enfin, ce mois-ci, là, on est plus sur 4 semaines, pardon, 4 jours de pure strain et 2 jours de running ou alors un jour conditioning et un jour running. Et ça veut dire que le reste du temps, ils font que de la lutte, alors? Ouais, ils font que la lutte. Et plus on s'approche des compétitions, bah, plus ils mettent d'individuel et plus ils mettent les axes sur la lutte. Et, bah, si tu veux, je peux te raconter une journée, une Ouais? semaine type de comment ça se passe ici. Bah, comme je t'ai dit, contrairement à d'autres pays, surtout en Europe, en fait, on vit dans le centre olympique, comme j'ai dit tout à l'heure, on vit dans le centre olympique. Et déjà, tu as le réveil obligatoire à 7 heures. Ouais, c'est 7 heures, je crois. 7 heures, 7h15. Donc, ils se retrouvent en bas et ils déjeunent. Tu vois, on déjeune au restaurant. Parce qu'en fait, on a le centre olympique et on a toutes les équipes qui sont à l'hôtel du centre olympique. Et donc, du coup, l'hôtel est au centre olympique. Et tu as toutes les équipes. Mais nous, notre équipe, elle se réunit, par exemple, à 7 heures. Et du coup, il y a l'appel, voir qui est là. Ils vont manger. Et après, ils retournent dans leur chambre jusqu'à l'entraînement. L'entraînement, il commence à 9h15. D'accord? Donc, 9h15, ils se regroupent. Tu as le deuxième appel, du coup, au lobby.
Et on se dirige selon l'entraînement. Donc, si c'est par exemple, aujourd'hui, c'était prépa. On avait prépa le matin. Donc, on se dirige à la salle. Elle est à 15 minutes. C'est le centre olympique, il est super grand à Pékin. Et la salle, elle est elle est à 15 minutes à pied. Donc, on se dirige et puis voilà, on fait la séance de prépa. Si on a fini à temps, c'est bien. Si on n'a pas fini, il rajoute du travail à côté. Donc, quoi qu'il arrive, on finit vers les coups de 11h30. Ouais, c'est 9h30, 11h30, la prépa. Et du coup, après, on rentre, ils prennent leur douche, on mange, enfin, peu importe, mais en gros, le restaurant, on va dire qu'il est ouvert entre midi et 13h30. Sieste, sieste jusqu'à 15h. Rendez-vous 15h15 en bas. Et ensuite, de 15h30 à 17h30, c'est lutte. Tu vois, c'est lutte. Et des fois, ils finissent un peu plus tard parce qu'ils font encore de la prépa à côté. Et Donc, toi, tu vois, les matins. toute la partie, tu sais que tu parlais un peu prévention, on va dire ça comme ça, souplesse, tout ça, tu le mets dans les séances directement de prépa? Ouais, moi, je les intègre. Je les intègre parce que, en fait, ils les mettent. Ils, ils en mettent pas. Moi, j'ai beaucoup de core training et de prévention parce qu'ils en incluent pas énormément, en fait, dans post, post-séance de lutte. Par contre, je sais pas si tu as déjà vu des échauffements de lutte, je trouve ça très intéressant. Mais j'ai vu ce que tu avais mis, en fait, j'ai regardé un peu et j'ai vu, il se Mm. contorsionnait dans tous les sens, car c'était C'est vraiment ça. de la mobilité active, quoi, vraiment, car moi, j'ai trouvé que c'était Ouais. super mobile. Mais c'est quoi, je te filmerai un échauffement où vraiment t'as des sauts périlleux, t'as des flips, t'as des trucs, c'est des vrais gymnastes, hein. Nous, on a une athlète qui a fait vice-championne olympique, du coup, à Tokyo, qui s'appelle Pang, que j'ai eu le privilège de suivre en individuel, du coup. Mais déjà, elle a des qualités athlétiques énormes et une souplesse, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Donc, tu vois, en fait, le réchauffement, qui dure 30 minutes, parce que oui, ça c'est aussi à notre. Il veut que l'échauffement il dure super longtemps, en fait, l'échauffement. Mais si on parle de lutte en échauffement, c'est tout le travail de prévention, il est quand même à l'intérieur, tu vois, quand tu te mets en pont, quand tu te fais tes flexions, quand tu fais tout ça, bah, tu as ton travail de prévention à l'intérieur, dans ton warm-up. Et en fin de séance, tu vois, ils mettent beaucoup, par exemple, d'extension lombaire, ils mettent beaucoup. Moi, je mets en place travail de nuque, tu vois, dont on retrouve pas mal. Mais j'en mets, tu vois, ils font rarement, par exemple, flexion, tu vois, latérale ou des choses du genre, je le mets, par exemple, tu vois, le hyper reverse, Ouais, bien par sûr. exemple, tu vois, ils font beaucoup d'hyper extension, mais ils font jamais d'hyper reverse. Ok. Alors que du coup, c'est bien de dissocier les deux. Du coup, moi, mon hyper reverse, je le mets dans ma séance, surtout quand il y a par exemple du squat ou du deadlift, tu vois. Du coup, je viens mettre en accessory work, je vais mettre pas mal d'hyper reverse et j'essaie d'un peu de trouver un moyen un petit refuge pour complémenter un peu tout ça. Parce Et, que et, et, sinon, il n'y a pas de travail. mais j'allais dire, ils finissent donc leur journée à 5h30. Ils finissent leur journée, alors comment ça se passe? Ouais, ils finissent leur journée à 5h30. Ensuite, ils vont manger. Et ensuite, ils vont au sauna. En fait, il faut savoir que eux, ils vont au sauna tous les jours. Eux, ils vont au sauna tous les jours. C'est leur truc, tu vois. Ils vont au sauna tous les jours. Et après, ils ont une vérification des chambres. C'est quoi une vérification des chambres? Ah oui, ah, putain, ah oui, il y a ça. Il y a ça aussi. Alors, juste avant, les athlètes élites ont. Tu sais, moi, je travaille avec un physio qui s'appelle Eduardo, qui est italien, et Human Lab, du coup. Et du coup, il est physio et puis les athlètes prennent rendez-vous avec lui et après manger, ils vont en soins, tu vois, ils vont en traitement. Donc les athlètes sont traités et après, tu as la vérification des chambres. Ça veut dire qu'ils vérifient que tous les athlètes soient dans les chambres. Et des fois, ils vérifient s'ils n'ont pas de nourriture à côté, tout ça, ou des choses du genre. Donc, euh, Et- donc voilà un peu le système. est-ce que les repas sont sains qu'à la cantine du centre Aïe, aïe, olympique? aïe. Alors ça, Rudy, je pense que je vais t'étonner. Déjà, le premier mot, c'est buffet à volonté. Voilà, les deux mots. C'est le Buffet. buffet, c'est le buffet chinois comme en France ou, ou pas? Ah, c'est abusé. En fait, c'est de la qualité. C'est de la qualité, tu as des éléments. Enfin, moi, à chaque endroit, à chaque centre olympique, parce que nous, là, on est au centre olympique de Pékin, mais on a aussi été à Hangzhou, on a été à Qirondao, c'est des provinces.
Et en fait, il y a tout, c'est buffet, tu peux te servir comme tu veux. Et ça, moi, ça va pas très bien, en fait, parce que, bah, je sais pas comment ils font leur poids, hein, parce qu'en plus, les Chinois, ils aiment bien manger. Ils aiment bien manger. Donc, du coup, t'as la partie vraiment saine. Et après, tu vas te retrouver à droite. T'as des gâteaux avec de la crème. T'as des trucs. En vrai, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi tu mets ça dans un centre olympique. Ça, c'était ma première réflexion quand je suis arrivé. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Tu vois, parce que même si t'es athlète, bah, moi, perso, en étant athlète et les phases de régime, moi, je vois des gâteaux comme ça, c'est de la torture. Tu vois? Et je me dis, bon, ils vont pas en consommer. Mais en fait, ils ramènent des choses dans les chambres, ils mangent, mais des quantités astronomiques de bullshit, tu vois, de junk food, des trucs comme ça. Enfin, c'est ouf. Ah, donc c'est pour ça qu'ils vont dans C'est les ouf. chambres pour voir s'ils Hein. mangent pas ça, quoi. En cachette. Bah, il y a ça, il y a ça, il y a une autre raison aussi. Parce que, en fait, ils ont pas le droit de commander. C'est ça le problème. Parce qu'en fait, il y a eu un cas en haltéro. Euh, en fait, ici, tu sais que la viande en Chine, elle n'est pas contrôlée. Enfin, elle n'est pas contrôlée. Il y a beaucoup de produits d'hormones, tu vois, dans la viande. Parce que, bah, tu sais, la consommation, il y a beaucoup de personnes, faut nourrir tout le monde, tout ça. Et du coup, bah, tu peux retrouver des traces de quelque chose à l'intérieur. Tu vois, même si c'est pas des produits, enfin, bref. Et du coup, euh, bah, tu es susceptible d'avoir des traces de produits si tu consommes des produits d'extérieur. Et c'est pour ça que les athlètes n'ont pas le droit de consommer de la nourriture dans les restaurants, dans tout ça, en fait. Enfin, la viande, en tout cas, la viande. Parce que la viande, il y a beaucoup elle est beaucoup modifiée, en fait. Tu vois. Ok. Et je reviens sur un dernier truc avant d'aborder un autre sujet. Tout à l'heure, tu parlais de la Ouais. ceinture cardiaque, la fréquence cardiaque. Est-ce qu'ils suivent aussi d'autres data? Tu sais, bah, je sais pas si tu vois un peu les réseaux. Nous, c'est la mode ici Ouais. en Occident, les data, les data, les data. Est-ce qu'ils suivent autre chose? Ah, mais là, c'est la mode ici, c'est tout le temps. Hein. Ici, c'est déjà le monitoring. Et ils me disent, bah, on va le mettre aussi en fait, ils veulent le mettre partout. Ils me disent, est-ce que tu penses que. Moi, la dernière réflexion, c'était, est-ce qu'on ne devrait pas le mettre sur les tractions pour voir si l'intensité, elle est élevée? Je fais, comment ça? Bah oui, parce qu'il faut rechercher 90. Je fais, mais comment ça sur les tractions à 90? Enfin, j'ai pas débattu. J'ai dit, non, ça sert à rien. Et moi, je dis, non, ça sert à rien. Et du coup, du coup, par contre, les tests où ils font beaucoup, c'était lactate, tu vois. Lactate, il est souvent pris. Ok. Et est-ce que vous faites aussi, est-ce qu'ils font faire des tests un peu VO2 là, tu parlais de lactate, bah, donc ils font aussi, mais est-ce qu'ils font des tests Hmm. VO2, d'échange gazeux? Non, 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 non. Non, non, principalement, ça va être que sur Polar et que sur lactate. Parce que nous, on a des médecins ici, on a ce qu'ils appellent des scientifiques, sport scientistes. Et non, généralement, c'est lactate. Lactate, du coup, bah, sur Polar, cardiofréquence. Et puis, c'est tout. Et C'est est-ce tout. qu'on leur demande Après, leur test, est-ce qu'on après, leur ils ont leur, demande la perception de l'effort? Tu sais, c'est un truc aussi. Est-ce qu'on leur demande leur sensation ou en leur fait PE. on s'en fout? Ouais, le RPE. Ah non, mais le RPE, ouais, le RPE, on demande tout le temps. Et en fait, c'était pas. En fait, le RPE, c'est. Moi, je le mets. Avant, je le mettais, tu vois, sur chaque truc. Je mettais beaucoup le RPE. Maintenant, je le mets plus parce qu'en fait, ils recherchent que le RPE 10, tu vois. Donc, du coup, s'ils sont pas sur RPE 10, c'est que la session, elle était pas bonne. Et du coup, ouais, voilà, c'est ça. Après, ils ont leur propre. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'avais ma batterie de test sur chaque athlète. Et au final, je l'ai proposé, mais eux, ils ont, comment dire? En fait, ils ont des tests nationaux, peu importe la discipline. Ça veut dire que tout est envoyé à la fédération et tout est envoyé plus haut. Tu vois? Ça veut dire qu'ils ont leur propre test. Par exemple, moi, je voulais faire mon test sur rameur. Je voulais faire mon test sur rameur, je voulais faire mon test d'explo, je voulais faire plein d'autres choses. Et au final, non, ils ont leur propre barème. Ils ont leurs 3000 mètres 3000 hors mètres time. en Tu course vois? à pied? Ils ont, ouais, en course à pied, ouais, ouais, c'est ça leur test. Ils n'ont pas, par exemple, je sais pas moi, enfin, ils ont pas normalement de test. Non, ils ont 50 mètres, je crois. Attends, 50 mètres, ils ont 400 et 3000 en test. Ouais, Et ils ont ça. ça, c'est des tests cardio, mais est-ce qu'ils ont d'autres tests, genre muscu, comme tu dis, ou Ouais, 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 ils ont des tests. Ouais, bien sûr, ils ont squat, bench, traction, pompe. Je crois qu'ils ont aussi broad jump.
Et attends, mais je crois que je l'ai en plus ici. Ouais, faut que je le recherche, mais Ouais, ouais, bah, en gros, si tu retrouves et que tu sais ouais, un coup, là, ça ouais, mais m'intéresse. ouais, bien sûr, c'est les tests principaux en fait, c'est Ouais, ça. donc là, on est C'est vraiment sur des capacités athlétiques, quoi. Comme tu disais tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Ouais, en fait, c'est ça. En fait, moi, je voulais prendre, tu sais, je voulais prendre le pouls au repos, je voulais prendre comment tu récupères en 1 minute, je voulais faire plein de trucs. Non, c'est juste combien tu squats, combien tu benches et en combien de temps tu fais ton 3000. Donc, donc, voilà. Par rapport à ce que tu dis, moi, j'ai l'impression, Mm. extérieurement, que c'est un peu l'armée, quoi. T'as l'appel, faut que tu sois là à l'heure, faut que Ouais, c'est très t'es discipline, hein. surveillé. Et donc, ma question, je pense que tu voulais aussi aborder, c'est comment on est recruté pour faire de la lutte en Chine? Parce que, imagine, moi, je suis un petit gamin, j'ai 5 ans, je veux faire de la lutte. Est-ce que je peux faire de la lutte déjà? Ou est-ce que je peux pas en faire parce que j'ai pas les critères de base pour en faire? Bah, ça se tombe, tu vois, Rudy, tu kiffes l'athlé, tu vois, tu kiffes l'athlé, tu te sens fort dans ça. Mais il y a un gars, il va venir, il va dire, lui, il va faire de la lutte. Donc, Rudy, tu vas faire de la lutte. Ouais, Tu vois? ouais. Donc, c'est vraiment comme ça Parce que ça se que, passe. ouais. Ouais, en fait, ils viennent te chercher dans les. En fait, il y a plusieurs cas comme ça. Tu vois, je te parlais de Pang, l'athlète qui est la meilleure. Il faut dire ce qui est à l'heure actuelle, c'est la meilleure ici. Et en fait, je parlais avec elle. En fait, elle peut faire tous les sports qu'elle veut, elle, hein. C'est incroyable. Tu vois, tu as des gens qui sont comme ça, ils ont ça dans le sang. Et en fait, elle faisait de l'athlé de base, elle était forte. Et il y a un gars qui est venu la détecter, en fait. Et puis, du coup, il a dit, tiens, tu vas essayer la lutte. Elle a fait de la lutte. Puis au final, il s'est pas trompé, hein. Et du coup, bah, hop, elle est dans la lutte. Et puis là, bon, elle fait partie des meilleurs. Donc, voilà l'exemple. Et après, tu as un autre exemple aussi en gréco. Moi, je m'occupais d'un athlète qui s'appelait Li Yiming. Et je me dis, mais en fait, moi, j'aime bien poser la question aux athlètes. Pourquoi de la lutte? Tu vois, pourquoi? Tu vois, généralement, tu dis pourquoi tu fais des sports de combat? Parce que avant, j'aimais bien me bagarrer avec mon frère ou je sais pas, enfin peu importe. Ou alors, bah, j'ai toujours eu un manque de confiance en moi, donc je voulais faire ça. Donc voilà. Ici, non. Ici, il me disait, par exemple, pour prendre son exemple, bah moi, je faisais de l'haltéro. Ils ont vu que j'avais des bonnes capacités, ils ont vu tout ça, ils m'ont dit, bah, tu essaieras la lutte et tu te mettras dans la lutte. Bah, du coup, il est dans la lutte. Tu vois, il n'y a jamais eu bah, parce que moi, j'aime bien faire ça. Tu vois, Et donc, ou très rare. est-ce qu'ils ont un contrat, parce que Kajmin, c'est peut-être pas l'armée, mais est-ce qu'ils ont un contrat justement professionnel, un contrat de travail en fait? Ouais. Ouais, ouais, bah, ils sont payés. Ils sont payés pour être là. Ils sont payés, ils ont un contrat, donc ils doivent faire leurs heures, par exemple. Tu vois, genre, tu loupes pas ton entraînement. Il faut avoir une grosse raison pour louper l'entraînement. Enfin, t'as pas de vacances, tu vois, t'as plein de trucs. Et, et, C'est super discipline, tu vois. et en fonction des athlètes, tu as des contrats plus ou moins longs? Est-ce que tu peux avoir un contrat, c'est une connerie, hein, mais genre, tu as 18 ans, on dit, ah, tu vas être super fort en lutte, nanana, tu as un contrat pour Mm. 3 Olympiades. Et donc pendant 3 Olympiades, c'est cette vie-là que tu nous as décrit que tu as? Ouais, enfin, après, ça dépend. T'as deux cas. Par exemple, nous, on a donc, Selenan. Selenan, c'est une ancienne championne du monde et championne, enfin, vice-championne olympique. Elle a fait vice-championne olympique. Elle a fait bronze à Rio, si je me trompe pas. Et elle a été ouais, 2 fois championne du monde. Donc, très, très gros niveau. Bah, pour moi, c'était la meilleure à l'époque. Et là, elle est toujours là, mais elle est là un peu en tant que grande sœur, tu vois. Elle est un peu là comme pour motiver, donc en fait, je pense que ton parcours, il est déjà tracé. Ça veut dire que en fait, t'es là, t'es dans l'équipe nationale. OK? Déjà, si tu vas dans l'équipe nationale, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que tu as des provinces. Et en Chine, on sait très bien qu'il y a beaucoup de provinces. Tu as les coachs de province qui ne veulent pas faire partir leurs équipes en équipe nationale, parce qu'ils veulent les garder pour eux. OK? Mais il faut savoir que c'est très politique aussi sur certaines choses. Donc, du coup, bah, tu as des accords qui sont, tu vois. Donc, du coup, ils prennent les athlètes dans l'équipe nationale. Une fois que tu es dans l'équipe nationale, bah, faut que tu perfs. Soit tu sers de sparring, en gros. Tu es là parce que tu es sparring, c'est tout. Tu es là parce que tu es qui athlète. Et si tu es qui athlète et tu fais des résultats, ton avenir, il est tracé. Ça veut dire que je pense que financièrement, tu es bien. Je pense que, bah, surtout, et puis tu es coach. À la fin, c'est genre, il n'y a pas de diplôme pour être coach. T'as fait une médaille, t'es coach. Et je pense que ton avenir, il est tracé. Tu vois, donc il n'y a pas de. T'as fait des résultats. Après, normalement, la suite logique, c'est ça. Tu sors du lot, t'es pas sparring.
Enfin, t'es pas sparring, t'es qui athlète. Et après, du coup, tu te retrouves en tant que coach. Tu vois, c'est le chemin tracé. Et après, peut-être en tant que leader. Et après, en tant que. Mais tu restes dans ça. Et après, tu as un peu plus de liberté, je pense. En fait, c'est très hiérarchique, hein. Donc, plus tu montes en grade, plus tu as des libertés, hein. En vrai. Ouais, j'allais te dire, le libre arbitre n'existe pas beaucoup, quoi. Bah, si, après, si, je pense qu'ils décident, tu vois, s'ils veulent quitter, ils quittent. Mais voilà, après, la vie d'athlète, que ce soit ici ou à l'étranger, elle est compliquée, hein. Chacun a ses difficultés. Tu vois, en France, c'est dur d'en vivre. En France, il faut que tu taffes à côté. Eux, ils sont ici, ils sont payés à faire ça. Tu vois? Donc, c'est. Tu vois, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est. Ça... Je sais pas, Ouais. chaque pays a ses difficultés. Tu vois, on en parlait avec les gars, on disait, mais au final, ils sont là, t'es nourri, logé, tu payes, t'es en équipe nationale, bah, t'essayes, après, tu vois comment ça se passe. En France, tu veux t'entraîner, bah, faut que tu travailles à côté, faut que tu fasses tout ça. Donc, dans les deux cas, t'as des difficultés, hein. Donc, après, chacun, chacun a sa méthode, et a ses, comment dire, sa discipline, entre guillemets, sa méthode Ouais, pour c'est sa discipline. philosophie. Sa philosophie, exactement, merci. Sa philosophie. Toi, Donc, là, aujourd'hui, tu as un contrat jusqu'à Paris 2024. ouais, en fait, Vas-y, dis-moi, Steph. ouais, en fait, les contrats, c'est. Je sais pas si on peut appeler ça. En fait, des contrats, tu peux très bien être. Et malheureusement, il y a eu des confrères ici qui ont été. Tu vois, tu signes un contrat jusqu'en 2024. Au bout de 2 mois, t'es viré. Tu vois. Au bout de 2 mois, t'es viré, t'as pas de préavis, t'as rien du tout. C'est s'ils veulent plus de toi demain, ils veulent plus de toi demain. C'est ça qu'il faut se mettre en tête aussi. Et c'est arrivé à pas mal d'étrangers ici. Donc, ça, c'est ça qui Ouais, est c'était ma compliqué. question. Donc, C'est quelle est la suite pour toi? Est-ce que tu fais Paris 2024 et après, parce que de ce qu'on a compris, c'est qu'en fait, tu peux pas mettre en place vraiment ce que tu veux mettre en place. Donc, tu apprends des choses, tu vois des choses, et donc forcément, bah, d'un mm. point de vue expérience, c'est assez énorme. Est-ce que toi, tu te vois continuer jusqu'au jeu, bah, si tu regardes jusqu'au jeu, et continuer Ouais, encore bah, c'est après ça, avec c'est eux, ça. ou pas? Ou t'aimerais changer? Bah, en fait, c'est, si ça reste comme ça, tu vois, je te dis, je peux pas mettre des choses en place, mais je peux quand même en mettre par rapport au début. Ça veut dire que, en fait, c'est une histoire de confiance. C'est que bah, en fait, faut écouter, faut regarder, faut analyser, faut s'adapter. Et je pense que plus je suis avancé dans les mois et plus j'arrive à mettre des choses en place. Donc, j'aurai jamais la décision à 100%, mais je suis passé je sais pas moi, de 10% à peut-être un bon 60-70. Donc, si à chaque fois, j'arrive à augmenter ce pourcentage, moi, ça me dérange pas de rester parce que je mets quand même en place des choses, tu vois, donc c'est quand même rassurant. C'est sûr que s'ils écoutaient rien, 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 rien du tout, bah, c'est ce qui est arrivé au début. Je me suis quand même accroché parce que travailler pour rien, enfin, pas pour rien, mais travailler sur des choses où tu mets en place une planif et qu'au final, bah, elle n'est pas écoutée, elle n'est pas faite, tu travailles un peu pour rien. Et du coup, c'est un peu frustrant. Mais une fois que tu as compris un peu le système et le pourquoi du comment, et tu sais qu'en fait, c'est pas contre toi qu'ils le font, c'est juste que c'est leur système, tu vois. Et encore une fois, j'ai rien contre ça. Donc, je pense que, je, en fait, je sais pas. Déjà, ça va aller jusqu'au JO. En fait, en Chine, tu peux pas savoir si, tu vois, du jour au lendemain, tu peux partir. Du jour au lendemain, tu as des coachs ici, ils sont partis du jour au lendemain, alors que c'est des coachs chinois. Donc, c'est un peu compliqué. Et moi, je sais pas après, écoute, hein, franchement. Je sais pas ce qu'ils peuvent proposer après les JO. Pour l'instant, ils aiment bien le travail ici que je propose quand même. Ils me gardent, mais si ça se peut que, je sais pas, moi, en juillet, ils en ont marre de moi, bah, ou ils veulent plus faire le truc, je sais pas en fait. Tu vois. Je sais pas ce qui peut se passer après les JO. Donc, on verra bien. Déjà, j'ai les JO en tête, donc on verra par la suite. Cool. J'arrive au bout de mes questions, Steph. Est-ce que toi, il y a des sujets qu'on n'a pas abordés que tu voulais aborder? Euh... Mais Comme j'ai ça, une non. question qui me Ouais. vient. Tu vois, souvent en Ouais. France, on parle beaucoup de préparation mentale, tout ça. Là, t'en as pas parlé. Mm, Il y a pas de préparation mentale. mm. Alors, ce qui est cool, c'est que là, ils ont contacté une psychologue du sport. Donc, je trouve ça vraiment cool, en fait. Ils commencent à mettre ça en place. Ils écoutent un peu plus les athlètes, leurs besoins psychologiques. Euh, mais c'est très compliqué. Tu vois, moi, dans mes séances, ce que j'essayais de faire,
C'était par exemple, à chaque fin de séance, je mettais un peu de travail respiratoire, respiration parasympathique, retour au calme, aller marcher, etc. Enfin, voilà, décompresser un peu et puis faire son travail de visualisation. Ça a super bien marché avec les jeunes, tu vois. Mais là, avec les adultes, c'est pas possible, tu vois. Avec les jeunes, j'ai mis ça en place et franchement, c'est top. Donc ouais, ça a été bien réalisé avec les jeunes, mais là, avec les adultes, ils ont un peu de mal sur ça. Ah ouais, une fois que les Préfère habitudes rajouter, comme tu dis, du sont travail. mises en place, en fait, ils changent plus d'habitude, quoi. Si Mais j'ai c'est bien compris. ça. Mais, c'est pour ça que ouais, ouais. C'est pour ça que j'ai bien aimé travailler avec les jeunes parce que bah, tu revois les bases, tu revois toutes les bases et c'est là que tu peux bah, leur inculquer des choses qu'ils peuvent mettre en place seuls parce que c'est pas les coachs qui vont les mettre en place parce que eux, ce qu'ils recherchent à côté, c'est, bah, comme je dis, du volume, etc. et tout. Et travailler toujours plus. Mais tu vois, moi, il y a des jeunes là, ça fait plaisir parce que bah, ils me recontactent et ils me disent, ah bah j'ai mis ça en place, bah je me sens mieux. Après chaque fin de séance, je fais ça. Avant de me coucher, je fais ça. C'est super, tu vois, je suis content. Donc, puis comme on dit, c'est dans la jeunesse hein, qu'on fait aussi les progrès et qu'on instaure de nouvelles choses. Donc moi, ça me fait super plaisir. Et si j'arrive à les mettre en place pour les prochains JO, pour les prochains athlètes qui reviennent au centre olympique, dans l'équipe nationale, bah, ça serait une victoire pour moi. Ça serait des choses qu'on amène, en fait, de nouveau et qui sont top pour la performance. Parce que la préparation mentale, on sait que c'est super important, l'aspect psychologique. Là, ça marche. Si certains nous écoutent aujourd'hui et certaines souhaitent te suivre ou échanger avec toi, et où est-ce qu'ils peuvent te contacter le plus facilement? Moi, ça sur Instagram. J'ai ma page perso. Donc, c'est Stéphane DBS 60, donc en chiffre 60. Et j'ai ma page professionnelle. Donc, c'est DBS. Pourtant, elle est sur ma page perso. Il y a directement un lien. Je crois que c'est DBS Olympique Performance. Et ce qui est un peu galère ici avec les réseaux sociaux, c'est que, en fait, je pense qu'on va avoir du mal à me chercher parce que, tu sais, même si on a un logiciel exprès pour se balader sur les réseaux étrangers, bah on est un peu shadowban, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est un peu Ok. compliqué Et ouais, ouais, je de vois, je retrouver. vois. Ouais. C'est un peu compliqué, tu vois. Ça, c'est un peu pas mal de censure par rapport à ça. Et puis je propose, pour terminer, hein, je propose beaucoup de vidéos sur ce que j'ai ouvert aussi mon compte TikTok. Du coup, je vois que ça marche. Ben, les gens sont beaucoup dessus et je vois que c'est plus réactif sur TikTok. Donc, bah, sur TikTok, c'est coach Stéphane, hein, simplement. Hein. Ok, Coach tout simple Stéphane. alors. Donc, tout simple, coach Stéphane. Voilà, exactement. Donc, je propose des vidéos, des petits tutos, des petits conseils. Je partage mon lifestyle ici en Chine. Parce que vivre en Chine, c'est pas la même chose, hein, que ce soit, bah, le mode de vie, enfin, ici, le côté sportif, mais aussi le côté, personnel. Tout est différent. Donc, voilà, je propose des petites astuces, tout ça. Enfin, bref. Bah cool. Bah comme ça, ils savent où vous se retrouver. Bah encore merci de ton temps, Steph. Et puis j'espère que nos Bah, internautes, merci à toi. nos auditeurs auront compris la fameuse méthode chinoise. Voilà, c'est du volume, mais voilà, on peut pas leur en vouloir parce qu'au final, t'as des athlètes qui sont monstrueux. Donc, qu'est-ce que tu veux que je dise par rapport à ça, tu vois? C'est ouf, c'est chacun sa méthode de travail. Au final, si on arrive si on se dirige dans la même direction et qu'on ramène des médailles, c'est le plus important, hein. Donc, on verra bien. Je te donnerai les résultats en 2024. Ouais, ouais, bah je vais suivre. De toute façon, vu que je suis abonné, je suis. Ça Super, marche. super. Bah, ça m'a fait vraiment plaisir de t'avoir de te parler. Si vous êtes encore là, c'est sans doute que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple. N'hésitez pas également à le partager sur les réseaux sociaux, je vous repartagerai avec plaisir. Cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs athlètes et spécialistes français de l'entraînement grâce à la crédibilité que vous me donnerez. En attendant, je vous souhaite un bon entraînement et à la semaine prochaine.